la clinique psychiatrique nous donne des aperçus de cette complexité entre le nourrisson anorexique qui sacrifie l'instinct le plus puissant, celui de s'alimenter, l'autiste qui n'a pas d'image dans le miroir, le schizophrène dont la tête peut se promener à distance du corps, le mélancolique qui n'a plus d'organes ou devient immortel, l'hypocondriaque menacé par un corps qui déraille, le transsexuel qui réclame à la chirurgie de mettre son corps en accord avec sa certitude d'être de l'autre sexe, ou le paraphrène devenu bionique. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais en tout cas, il ne va pas de soi d'avoir un corps à sa main, si j'ose dire. Une constatation nous frappe très souvent. Le corps de nos patients est négligé par eux. On le note par exemple au fait que certains d'entre eux n'ont quasiment plus de dents à 40 ans. Nous pourrions penser, en première approximation, que leur corps reflète le trouble de leur vie mentale. Nous pourrions alors postuler une logique. D'un côté le corps, de l'autre la pensée. Au désordre de celle-ci correspondraient les désordres de celui-là. Appuyons-nous sur le penseur qui fonde la science moderne. Descartes met tout ce qui est matière du côté de l'étendu, en y incluant le corps, et loge de l'autre côté les passions de l'âme. La sixième méditation scelle la différence irréductible entre res cogitans, la chose pensante, et res extensa, l'étendu. Je cite Descartes. Néanmoins, parce que d'un côté j'ai une claire et distincte idée de moi-même, en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, et que d'un autre j'ai une idée distincte de mon corps, en tant qu'il est seulement une chose étendue et qui ne pense point, il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle peut être ou exister sans lui. C'est cette opposition ontologique qui va permettre, par un glissement épistémologique, de fonder un corps-machine et la science moderne. Et l'on voit en médecine le corps découpé, greffé, objectivé, interrogé au niveau de la molécule, sans plus de souci pour l'âme, qui n'est plus qu'un artefact. Tout cela est un raccourci extrême pour en arriver au point suivant. Si l'on identifie les passions de l'âme aux pulsions, Descartes, en séparant âme et corps, disjoint la jouissance pulsionnelle du corps. C'est son ratage, car le corps est nécessaire à la jouissance. Et Stella le développera dans l'intervention qui ouvre notre journée et que nous avons pu avoir hier. C'est la théorie de Freud, en tout cas, qui postule, dans ses formulations sur les deux principes du cours des événements psychiques, que la satisfaction est obtenue au départ de façon hallucinatoire. Je cite Freud. C'est seulement le défaut persistant de la satisfaction attendue, la déception, qui a entraîné l'abandon de cette tentative de satisfaction par le moyen de l'hallucination. À sa place, l'appareil psychique dut se résoudre à représenter l'état réel du monde extérieur et à rechercher une modification réelle. Par là, un nouveau principe de l'activité psychique était introduit. Ce qui était représenté, ce n'était plus ce qui était agréable, mais ce qui était réel, même si cela devait être désagréable. Freud montre ainsi comment le travail de civilisation est un renoncement à la satisfaction hallucinatoire en court-circuit du corps propre. Mais il ira plus loin en montrant dans son texte admirable « Malaise dans la civilisation » qu'il y a un os dans ce travail de civilisation,
que ce renoncement à la satisfaction ne se fait pas impunément. Je ne développe pas ça. Mais, au fond, j'en viens à la conclusion de mon propos. Je dis souvent qu'en étant à la hauteur de sa tâche, la psychiatrie pourrait, à l'époque d'une médecine qui, en ne s'intéressant plus à l'âme de ses patients, risque de perdre la sienne propre, rester le seul champ où la médecine reste un art et non pas uniquement une technique. Les excès de la science transforment la médecine en technique. La médecine cesse de s'intéresser à l'âme de ses patients. Donc nous souhaitons en tout cas inscrire cette journée dans cette visée. Sagesse et savoir ont la même racine étymologique. Je souhaite que les connaissances reçues aujourd'hui nourrissent la sagesse de chacun d'entre vous. Je laisse le soin à Bernard Martin la charge des remerciements, mais je veux, sans attendre, dire un mot d'un corps qui a du cœur, du souffle, de l'estomac et aussi de l'âme. Vous l'aurez deviné, il s'agit du bureau de l'ASPIC. Sans Agnès Guérin, Clotilde Millard, Leila Bouchentouf et Gilles Vanov, cette journée n'aurait pas eu lieu. Merci chaleureusement à eux. Par ailleurs, vous le saviez par le programme, vous l'aurez constaté en entrant dans cette salle, une exposition d'œuvres d'art créées par des patients de l'hôpital viennent illustrer le thème de notre journée. Les œuvres que vous aurez l'occasion de voir plus en détail au moment des pauses proviennent des ateliers des 2e, 4e et 5e secteurs. Là aussi, j'en remercie chaleureusement les responsables. La psychanalyse est une pratique. Cette pratique comporte une expérience de parole. Elle se développe dans le cadre très intime d'une rencontre entre le sujet qui souffre et le psychanalyste. Or, pour qu'il y ait analyse, il faut non seulement le sujet qui parle et qui s'adresse à l'analyste, il faut aussi la rencontre et le support des corps. La psychanalyse par téléphone ou via Internet, qui se développe de plus en plus aux États-Unis, n'est pas pour nous viable, car il est nécessaire que la parole soit incarnée, ce qui comporte la présence des corps. Le corps qui est en jeu dans la psychanalyse est non seulement un corps du parlant, mais un corps qui souffre. Que nous enseigne la découverte freudienne ? En premier lieu, elle nous enseigne sur le symptôme. Freud, à l'orée de la psychanalyse, s'est mis à écouter ceux et celles qui souffraient d'un symptôme, les hystériques notamment, leur donnant la parole. Et à partir de là, il s'est avéré que les symptômes dont souffraient les hystériques voulaient dire quelque chose. Dans ce sens, la psychanalyse est venue annoncer que dans tout symptôme, il y a un message qu'il s'agit de déchiffrer, voire d'interpréter. On déchiffre le message du symptôme et que découvre-t-on ? On découvre que le sens du message est un sens sexuel. Cette découverte met en lumière d'abord que la sexualité n'est pas seulement là où l'on croit, dans l'espace de l'étreinte amoureuse, mais que plutôt la topique de la sexualité déborde la relation sexuelle, logeant au plus intime du champ du symptôme. En conséquence, il s'avère que dans le symptôme s'accomplit une intention de signification sous les espèces d'un message chiffré. C'est ce qui veut dire le symptôme sous le versant de la signification sexuelle. Il est donc question ici de la sexualité qui parle à travers la souffrance du symptôme. La conséquence de cette découverte freudienne, c'est que la sexualité n'est plus muette. On lui a donné la parole. Alors il s'avère qu'elle parle, elle dit des choses. Alors elle parle de cette sexualité, mais elle parle à côté de la plaque. Elle parle là où elle ne devrait pas parler. C'est-à-dire qu'elle parle pour faire souffrir. Pour faire souffrir dans le corps, le cas de l'hystérique,
pour faire souffrir au niveau des pensées, le cas de l'obsessionnel. Dans un deuxième temps, il s'est avéré que le symptôme non seulement veut dire quelque chose, mais que dans les symptômes s'accomplit une satisfaction. Là où ça fait mal, là où l'on souffre, là où l'on pâtit, c'est là que paradoxalement on se satisfait. C'est pourquoi il est si difficile de se défaire de la souffrance du symptôme qui assure au sujet une satisfaction cachée. Cette satisfaction paradoxale s'avère pour Freud être la satisfaction d'une exigence, de ce qu'il appelle l'exigence pulsionnelle. Au fond, il s'agit d'une satisfaction érotique déplacée, camouflée, assurant un compromis entre l'universel de l'idéal et la revendication des jouissances. À cet égard, nous avons à considérer, par exemple, les scrupules de l'obsessionnel, là où il se montre consciencieux, parfait homme de devoir, prévenant, pour s'apercevoir que derrière la couverture de la culpabilité se masque une satisfaction pulsionnelle sadique. On peut aussi considérer par exemple le symptôme de conversion hystérique, là où un organe dérange, pour s'apercevoir grâce à l'analyse que cet organe, s'il dérange l'homéostase du corps chez une femme, c'est parce qu'il est érotisé, car il parle une langue qui n'est pas celle qui correspond à sa fonction d'organe. Par exemple, qu'est-ce qu'un intestin vient faire quand il se met à se tuméfier et à faire mal? Ce n'est pas sa fonction de se tuméfier comme ça et de faire mal. Pour qui il se prend? Eh bien, il se prend pour un phallus. Et voilà comment il se met à parler, se faisant le siège de la signification phallique. Et alors, il n'accomplit pas convenablement sa fonction d'intestin et il fait symptôme. Alors, pour déchiffrer ces messages, il est nécessaire, bien entendu, de suivre une expérience analytique pour mettre à jour la satisfaction pulsionnelle chiffrée dans les symptômes. Or, si la psychanalyse nous apprend que la sexualité déborde l'espace de la relation sexuelle, elle nous apprend aussi que la sexualité déborde le temps de la relation génitale, dès lors que la psychanalyse a mis à ciel ouvert la sexualité chez l'enfant. Ce qui de nos jours semble aller de soi, mais dont ce n'était pas le cas au temps inaugural de Freud. Désormais, personne ne met en doute qu'il y a une sexualité infantile et qu'il y a une jouissance sexuelle chez l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a chez l'enfant des satisfactions, des émois, voire un érotisme lié à des zones érogènes du corps. Et chez l'enfant, il s'avère que cet érotisme et ces satisfactions corrélatives se passent fort bien du rapport de son corps au corps de l'autre. Donc, de ces deux points, il se déduit, de ces deux points que je viens de mentionner devant vous rapidement, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction sexuelle qui s'accomplit dans le symptôme et qu'il y a une satisfaction sexuelle qui s'accomplit dès l'enfance. De cela, il se déduit qu'il y a de la jouissance sexuelle en dehors et ailleurs que dans la relation sexuelle proprement dite. Et il y a de la jouissance sexuelle parce qu'il y a des corps sexuels. S'il n'y avait pas de corps, il n'y aurait pas de jouissance. La condition de la jouissance, c'est d'habiter un corps vivant. Pour jouir, il faut un corps vivant. Nous ne savons pas si l'huître ou le castor jouissent, car ils ne parlent pas pour nous le dire. Alors, la thèse de Lacan là-dessus est la suivante. Avoir un corps, pour les êtres parlants que nous sommes, n'est pas un fait biologique. Avoir un corps est une conséquence du fait que nous habitons dans le langage. Car il est nécessaire au petit homme qu'il accomplisse un processus assez complexe d'identification pour qu'il puisse reconnaître le corps propre comme étant le sien. Cette identification est à double détente. D'une part symbolique, elle comporte le « un » symbolique de l'unité portant la trace du nom propre, et d'autre part imaginaire. Ici, les processus du miroir amènent l'enfant à reconnaître l'unité de son corps à travers de son image spéculaire.
L'assomption de l'image spéculaire, c'est un grand moment dans le développement de l'enfant. Cette identification imaginaire ne s'accomplit pas en dehors du registre symbolique, c'est-à-dire de la parole. Et d'autre part, il sera nécessaire que plus tard l'enfant puisse identifier son corps comme étant sexué, c'est-à-dire rangé du côté masculin ou du côté féminin. Si le corps peut être différencié comme étant un, et si c'est un s'inscrit dans le registre de l'avoir, avoir un corps, c'est parce que nous avons été parlés. C'est-à-dire que si nous n'avions pas été submergés dans un bain de langage, ce n'est pas sûr du tout que nous puissions avoir un corps identifié comme corps propre. Certaines manifestations cliniques qui se décèlent au cours de l'enfance permettent aux cliniciens de constater une série de phénomènes qui témoignent que pour certains enfants, ils n'ont pas accédé à s'approprier de son corps. Ces manifestations sont très variées, mais on peut citer un exemple, le cas de l'enfant qui passe devant le miroir sans se reconnaître, ou bien les enfants qui peuvent traverser l'espace sans y différencier leur unité corporelle et celle des autres, ou bien les enfants qui ne disposent pas dans leur vocabulaire du je ni du moi pour se désigner, et qui n'ont pas davantage d'identité lexicale pour désigner l'autre comme étant leur semblable. Ces manifestations cliniques témoignent d'un rapport impossible au corps propre en termes d'avoir un corps et caractérisent les cas de psychose chez l'enfant. Ce qui prouve que pour les êtres parlants, ce n'est pas la biologie qui décide de leur destin. C'est plutôt l'ordre symbolique, le langage, qui nous permet d'avoir un rapport au corps identifié comme une unité. Aussi, le registre symbolique nous donne la possibilité de subjectiver un découpage du corps différenciant ainsi ses parties et ses organes. C'est pourquoi le corps est une unité qui se découpe grâce au langage. Le corps est traversé par les paroles, par les mots de la langue maternelle, celle qui nous a accueillis à la naissance. C'est la langue dans laquelle on a été parlé et dont on a dit de nous, avant qu'on naisse, des tas de choses. Or, s'il y a bien eu un discours qui nous a précédés, le discours des parents, aussi pour chacun, ce discours de parents porte la trace de leur désir. Avoir été désiré ou pas n'est pas sans conséquence, car il est bien différent d'avoir été accueilli comme étant l'incarnation d'un désir ou bien comme étant un accident plus ou moins encombrant. Selon ces considérations, bien avant que le corps vienne au monde comme vivant, il a été marqué par les incidences du désir duquel il est issu. Rappelons aussi que le registre symbolique non seulement précède de ses effets l'émergence du vivant, mais aussi ces incidences se font présentes après la mort, en faisant perdurer notre mémoire et notre existence bien au-delà de la vie. Pensons simplement à la fonction symbolique de la sépulture. Alors, l'expérience d'une analyse permet de mettre en lumière que les courants des dits et des dires a traversé le corps comme l'eau d'une rivière, laissant à son passage des restes, des débris, des bouts de choses entendues. Des bouts de choses entendues, des choses dites qui ont marqué le corps d'une façon ou d'une autre, laissant des traces d'amour, des traces d'accueil, des traces de désir ou des traces de rejet. La langue laisse des traces sur le corps. Et pour cela, la langue nous affecte, produisant des effets sur le corps du sujet parlant. C'est une proposition que nous tenons de l'enseignement de Lacan. Or, ces effets, qui sont des affects, ces traces, cristalliseront comme symptômes à titre de traces de jouissance. C'est le matérialisme du langage, selon l'expression de Lacan, qui conjoint matérialisme et mot. Ce matérialisme qui nous prend à la naissance et même dès avant. Il faut dire que le langage s'empare du corps du vivant,
et qu'il introduit par là une opération qui n'est pas sans conséquence sur sa jouissance. C'est-à-dire que le langage va séparer dans ce vivant la chair et le corps. De ce fait, la chair marquée par le langage devient un corps. Nous n'avons pas de corps que par l'incidence du langage. Cette opération du langage n'est rien d'autre que ce que la psychanalyse appelle opération de castration et comporte une perte de jouissance, une extraction de la jouissance du vivant comme condition de possibilité de la subjectivation du corps. Ainsi, c'est le langage qui fait passer le registre du besoin du côté du registre de la demande et du désir. De ce fait, manger, ça ne sera plus du tout manger tout court pour y satisfaire un besoin. Manger pour l'enfant, ça sera aussi, par exemple, demander de l'amour ou refuser la nourriture qui gave et qui étouffe son désir. L'objet qu'on mange, ce n'est pas tellement celui qui satisfait le besoin, mais plutôt celui qui est demandé comme signe d'amour de la mère. C'est-à-dire que tout objet ne sera plus un objet de pur besoin. Le langage transmute l'objet du besoin en objet paré, habillé par le semblant, provenant du symbolique, dans la mesure où cet objet aura la valeur non seulement d'un objet de satisfaction du besoin, mais d'un objet qui est signe aussi bien de l'amour de la mère que de son désir. Ainsi, il appartient au langage de produire une perte de jouissance dans le vivant. C'est son œuvre civilisatrice. Mais ce n'est pas un processus mécanique. Il est nécessaire que le langage soit véhiculé par des supports incarnés, par le corps du père et de la mère, par leur désir et leur amour, qui vont introduire une version humanisée de la loi et du désir chez l'enfant. L'humanisation du désir comporte un moins de jouissance et c'est la condition de l'identification du corps propre et aussi l'ouverture vers la dimension du corps érogène. Dans ces conditions, c'est le langage lui-même qui morcelle la jouissance, qui nous sépare d'une jouissance soi-disant originaire, laquelle est à jamais perdue. De cette considération se déduit que l'objet primordial est perdu à jamais, et c'est sa perte qui orientera la quête de l'objet du désir. De ces faits, ce qui fait le cadre de notre réalité sera orienté par le principe de la recherche de ce qui a été perdu. Mais si l'objet n'était pas, lui, un objet perdu, il n'existerait pas comme objet du désir. Il faut d'abord le perdre pour ensuite le désirer. C'est la leçon que nous tenons de Freud. Que peut-on récupérer dès lors qu'on a subi cette opération qui a introduit l'effet de perte au niveau de la jouissance? Ce que l'on récupère, c'est une conséquence de la perte en termes d'un petit plus, ce que Lacan appelle un plus de jouir, selon le mode dont Lacan définit l'objet qui, chez Freud, caractérise l'objet pulsionnel. Cet objet qui se décline dans le registre de l'oral, dans le registre de l'anal, dans le registre du regard et de la voix, cet objet qui est corrélé aux orifices du corps à titre de zone érogène du corps, dans la logique lacanienne, s'appelle objet petit a. Par voie de conséquence, le corps en tant que tel, comme je l'ai déjà signifié, s'inscrit dans la suite des conséquences de l'opération de castration. Un corps séparé de sa jouissance du vivant, dès lors qu'il est mortifié par les incidences du symbolique, devient le lieu d'inscription du trait d'identification grâce auquel le corps compte comme étant un et porte un nom et relève d'un sexe. Ce qui veut dire que l'identité sexuelle identificatrice du corps ne relève pas du tout de l'anatomie. Rien n'empêche qu'un corps d'homme puisse se prendre comme étant un corps de femme et vice-versa. Ce qui veut dire que l'identité sexuelle du corps, pour les êtres parlants, relève du registre symbolique et pas anatomique ou biologique. Mais alors, la jouissance, qu'est-ce que c'est? C'est une satisfaction. C'est une satisfaction qui ne comporte pas nécessairement le bien-être. Parce que la satisfaction qui comporte le bien-être, c'est plutôt celle qui s'inscrit au niveau du principe du plaisir.
qui est un principe d'homéostase. Freud a déduit à partir de l'expérience analytique qu'il y a une satisfaction au-delà du principe du plaisir, c'est-à-dire une satisfaction dans ce qui fait mal et dans le mal. Et cette satisfaction au-delà du plaisir, cette satisfaction qui peut être douloureuse, est celle que nous reconnaissons à partir de Lacan sous le terme de jouissance, terme qui conjoint les deux registres, le plaisir et son au-delà. Néanmoins, dans le registre de la jouissance, on peut identifier des jouissances multiples. Cependant, chacune a sa propre logique. D'abord, on peut distinguer la jouissance du corps, celle qui est permise au corps par le seul fait qu'un corps, cela se jouit, comme dit Lacan. Rien que de disposer de lui, de le trimballer, de le traiter comme un meuble, de le soumettre à des contraintes, pas forcément plaisantes, de le gaver, de l'affamer, de l'exténuer, de le fatiguer, ou bien de le pomponner, de l'aimer, de le mépriser, de le détester, bref, toute passion qui témoigne qu'on passe son temps à jouir de son corps. Et puis, il y a la jouissance de la parole. On parle et ça donne une satisfaction. Est-ce que quand on parle, on communique? Rien n'est moins sûr. Ce qui domine au niveau de la parole, c'est les malentendus. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on parle, on jouit. La thèse de Lacan là-dessus, avancée notamment lors de son dernier enseignement, est que la parole sert à jouir. Et c'est par ailleurs pour cela qu'on ne communique pas beaucoup, parce que dans la parole s'accomplit aussi quelque chose de l'ordre d'un autisme de la parole. Chacun parle pour s'entendre soi-même. Entendre ce que l'autre veut dire relève d'une discipline, et c'est un résultat auquel on aboutit grâce à une expérience d'analyse. Puis, il y a la jouissance sexuelle. En quoi consiste la jouissance sexuelle? C'est quelque chose de très compliqué. Comment se fait-il qu'il y ait deux corps qui se mettent ensemble pour jouir l'un de l'autre? L'idée de Lacan, c'est qu'un corps ne jouit pas d'un autre corps. D'abord, on jouit du corps propre. Et un corps, pour se satisfaire à des fins sexuelles, peut jouir que d'une partie du corps de l'autre. Il ne jouit pas de la totalité d'un autre corps, à moins de le mettre en morceaux, ce qui n'est pas toujours le cas, heureusement. Il est sensible que lors de l'étreinte sexuelle, deux corps qui se trouvent réunis ne peuvent jamais faire un seul. Que les corps cherchent à s'unir pour retrouver le un, l'unité perdue, c'est le mythe d'Aristophane, que l'on trouve dans le banquet de Platon. La psychanalyse, par contre, nous enseigne beaucoup sur le malheur de la sexualité, mettant en évidence qu'il est impossible que deux corps sexués fassent un seul corps, mais cependant l'amour aspire à faire un de deux, recouvrant par cette aspiration l'impossible en jeu. Il est de l'ordre sensible que l'on touche par là, ce qui est de l'ordre de l'impossible au niveau sexuel. Par ailleurs, il y a une différence de nature entre les jouissances sexuelles, puisque les hommes et les femmes ne jouissent pas pareil. Ceci nous amène à introduire ce que Lacan spécifie en termes de logique de la sexuation. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et il y a des femmes. C'est grâce à ça qu'ils se reproduisent. Mais depuis qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, ça ne va pas entre eux. Et néanmoins, ça continue. Alors, reprenons les choses et disons qu'il y a des positions subjectives qui se distinguent en tant que positions subjectives masculines et positions subjectives féminines, et que chacune de ces positions distinctes s'accorde à une logique sexuelle différente et opposée. Néanmoins, les positions subjectives masculines et féminines sont une conséquence, un résultat de ce qui se produit lors de l'enfance pour chaque sujet. C'est-à-dire que chaque enfant doit faire un bon bout de chemin pour aboutir à une identification sexuelle. Ce bout de chemin consiste dans un parcours qui comprend une série d'étapes, de temps logiques qui vont se conclure par l'assomption d'une position sexuelle. Chaque enfant qui aura la chance d'accomplir cette traversée
qui n'est pas accessible à tous, se positionne en tant que sujet par rapport à la mère et au père. Le rapport au père et à la mère est pris ici en termes d'un rapport à leur désir en tant que désir d'homme et désir de femme, ce qui n'est pas sans comporter la mise en jeu de leur position jouissante et de leur position aimante. En fonction de ce qui lui est proposé, l'enfant aura à interpréter sa position pour conclure sur une identification masculine ou féminine. Arrivant au bout de cette ponctuation, l'enfant aura fait un choix concernant sa sexuation, un choix irréversible. Ce choix comporte nécessairement une prise de position qui consiste à opter pour un de deux termes d'un binaire, homme ou femme. Or, ce choix exclusif repose sur une dissymétrie de termes par rapport à la fonction qui détermine la distinction de ces deux places. Quelle est la fonction en question? C'est la fonction qui érige le symbole du phallus comme attribut autour duquel se distinguent les positions sexuelles. Le symbole, je dis, pas l'organe. En effet, suivant Lacan, nous pouvons dire que c'est le langage qui introduit la possibilité d'accéder à cette distinction différentielle, laquelle serait impossible en dehors de ces coordonnées. Ainsi, le langage opère cette distinction symbolique à partir des attributs imaginaires, tels que la présence ou absence d'un organe sur la surface du corps. Le trait de manque d'un organe, érigé par le langage en symbole phallique et apparaissant sur le corps, ne pourrait pas opérer dans le registre de l'image du corps si l'on ne dispose pas du symbole du manque comme tel. Ainsi, le corps sexuel des êtres qui parlent n'est pas une donnée en soi. C'est le résultat d'une construction. Homme ou femme, c'est le résultat d'une construction. Et cette construction n'est pas sans comporter le manque de certitude et le doute, aussi bien que le cortège de l'inhibition des symptômes et de l'angoisse, qui sont des signes qui témoignent d'une disharmonie entre le corps anatomique et son identité sexuelle. Et cela tient au fait que les êtres parlants, ce sont des êtres qui ne tiennent leur être que du langage et se trouvent déterminés par un savoir qu'ils ne savent pas et qui relève de leur inconscient. Au niveau de l'inconscient, comment s'inscrit la sexualité? Un des premiers abords de la découverte freudienne a été de mettre en évidence que l'inconscient parle du sexe, dès lors qu'il s'avère qu'il y a du sens sexuel dans l'inconscient. Mais Lacan fait un pas de plus et ajoute que le sens sexuel mis en évidence par Freud, ce n'est pas le dernier mot de l'inconscient. Or, l'inconscient, que fait-il? Il joue du cristal de la langue. Il s'amuse à faire des calembours, de jeux de mots, à travers les formations qu'il nous livre, telles que les rêves, les lapsus, les mots d'esprit. Les messages livrés par l'inconscient ne sont pas transparents. Il est nécessaire qu'ils soient interprétés dans une analyse pour qu'ils livrent l'articulation de savoir qu'il décèle. Or, l'inconscient, qui peut chiffrer tout ce qu'il veut, qui peut chiffrer des symptômes, des rêves et des tas de formations de l'inconscient, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à chiffrer et qu'il n'arrivera jamais à chiffrer. C'est-à-dire, il n'arrivera jamais à nous donner le chiffre, le vrai de chiffre du rapport entre l'homme et la femme. Si dans l'inconscient il y a du savoir et à l'appel, dans l'inconscient, en revanche, il n'y a pas de savoir sur le rapport entre les sexes. C'est pour ça que les êtres parlants que nous sommes n'avons pas le support d'une loi réglant l'accouplement, comme c'est le cas chez nos amis les animaux. On ne sait pas faire, on rate, on souffre, on empathie, on est déboussolé, parce que dans l'inconscient, il n'y a pas d'écriture du rapport sexuel. Ce qui se traduit dans la logique de Lacan par la catégorie de l'impossible, en tant que le chiffre du rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s'écrire.
Ce réel caractérise l'impasse d'écriture dans le sexuel propre à l'être parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir inscrit dans l'inconscient sur le rapport entre les sexes qui puisse se correspondre à un savoir-faire instinctuel qui ferait que chacun rencontrerait sa chacune. En conséquence, c'est sur ce rapport impossible qui repose l'impasse majeure de la sexualité chez les êtres parlants. Il se déduit dès lors qu'on est tous malades de cet impossible et que la plupart du temps, c'est le ratage qui domine. Aussi, à cause de cet impossible-là, on fait comme on peut. C'est-à-dire, on fait comment? Eh bien, on se rencontre. Il y a des rencontres qui donnent lieu à la rencontre sexuelle entre les corps. Ce qui veut dire que face à l'impossible, il s'impose aux êtres parlants d'être assujettis au régime du hasard et de la contingence. Entre les êtres sexués, entre les corps sexués, il y a des rencontres sexuelles contingentes. Pas forcément entre les corps sexués des différents sexes. Il y a aussi des rencontres sexuelles entre des corps du même sexe. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont du même sexe, il y a du rapport sexuel. L'impossible des structures s'inscrit pour les deux cas de figure, pour la rencontre hétérosexuelle aussi bien que pour la rencontre homosexuelle. Mais le sexe tout seul n'assure pas que deux puissent faire couple. Pour que deux se rencontrent et soient unis, en plus du sexe, il faut qu'il y ait de l'amour. Les rencontres contingentes, dès lors qu'elles plongent leurs racines dans l'impossible, s'avèrent être non pas des rencontres qui s'accomplissent dans le registre de la communication, mais plutôt dans le registre du malentendu. Car la plupart du temps, elles sont faites de la rencontre des malentendants. Cela tient au fait que les rencontres, ce sont des rencontres de deux qui ne s'entendent pas parler comme dit Lacan. Les deux qui se rencontrent, plus ils parleront, plus ils vont approfondir le malentendu à cause notamment du malentendu de jouissance qui les disjoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire sexuel? Dans ces conditions, peut-on se demander. Un partenaire sexuel, c'est ce qu'on rencontre à partir d'une contingence. Mais l'expérience d'une analyse nous apprend qu'une rencontre comporte en soi l'éveil de ce dont on avait déjà rêvé. Cela veut dire que la rencontre avec le partenaire sexuel est une rencontre où le hasard joue la partie avec des dés qui sont un peu pipés. Si le hasard conjoint la nécessité sous le versant de la répétition, cela provient, d'après Freud, du fait que pour chaque sujet, le choix d'objet d'amour s'est fait très précocement. Pourquoi un homme rencontre-t-il telle femme et pas une autre? Par hasard. Mais il ne rencontre pas n'importe laquelle. Il rencontrera, dit Lacan, celle qui consonne avec son inconscient et sa pulsion. Pour cette raison, ajoute Lacan, un homme ne peut pas rencontrer toutes les femmes. Eh bien, c'est comme ça la vie amoureuse. C'est-à-dire que pour l'homme, il faut que la femme porte en elle, sur son corps, un petit quelque chose, un détail qui la fétichise, en fonction de quoi elle devient un objet qui condense pour lui une condition d'amour, laquelle est condition de désir et condition de jouissance. En conséquence, du côté masculin, c'est en tant que fétiche que le partenaire féminin est pris comme objet de sa jouissance sexuelle. Et cela selon les coordonnées de son fantasme sexuel. Et dès lors que l'homme jouit, il s'en passe des paroles d'amour. Ce n'est pas la parole d'amour qui le fait jouir ou désirer, lui en tant qu'homme. Il se suffit de sa jouissance, dit Lacan. Un homme jouit d'une femme à titre de fétiche et à travers elle, il jouit de son inconscient. À ce titre, une femme peut être, pour un homme, son symptôme. En revanche, pour une femme, la jouissance ne va pas du tout sans la parole d'amour. C'est une condition de sa jouissance à elle. Elle veut qu'on lui parle,
et elle veut qu'on la laisse parler. Dans ces conditions, sa jouissance à elle s'inscrit du côté de l'illimité de la demande d'amour. Le sans limite de la demande d'amour l'amène, elle, vers la souffrance d'amour. C'est pourquoi, pour une femme, un homme peut être, dit Lacan, un ravage. L'expérience d'une analyse permet de cerner la cause de ce qui, dans le corps sexué, fait impasse, prenant la forme du symptôme, de l'inhibition ou de l'angoisse. Or, quelle que soit la manifestation symptomatique qui s'impose au niveau du corps, elle s'avère, au fond, commandée secrètement par l'impossibilité qui provient du sexuel à titre de réel. Or, qu'il y ait du réel, voire de l'impossible, ne veut pas dire que la psychanalyse nous oriente vers l'acceptation résignée de ce dont on pâtit à titre de symptômes, angoisse ou inhibition. L'expérience d'une analyse est efficace sur les trois registres, dans la mesure où elle permet de surmonter l'angoisse, de se défaire de l'inhibition et de s'alléger de la souffrance du symptôme. Néanmoins, l'expérience analytique ne comporte pas pour autant de traverser l'impossible du rapport sexuel. La psychanalyse n'est pas en mesure de vous offrir une formule du rapport sexuel, ni de vous réconcilier avec un soi-disant instinct sexuel qui n'existe pas pour les par-lettres, mais à déchiffrer les impasses propres et singulières à chacun. L'expérience analytique ouvre au sujet la voie du possible, celle qui consiste dans la possibilité d'inventer pour chacun des solutions nouvelles face aux impasses provenant de la sexualité. Or, inventer des solutions nouvelles ne veut pas dire pour autant d'inventer de nouvelles perversions. L'invention vers laquelle ouvre la psychanalyse relève de la trouvaille, du nouveau, du côté de l'amour et pas du côté de la perversion. L'analyse nous réconcilie avec le corps car elle nous donne la possibilité d'apprendre à le lire. Bon, je vous ai parlé plutôt du corps pris dans les embrouilles du symptôme névrotique. Mais je ne vous ai rien dit du corps, par exemple, chez les psychotiques. Disons que dans la psychose, le rapport au corps propre est un rapport bien plus problématique et compliqué. Cette complication provient de la forclusion d'une fonction majeure, laquelle régule le rapport du corps sexué et de sa jouissance, et qui reçoit dans l'enseignement de Lacan le nom de fonction phallique. La fonction phallique introduit dans l'économie de la jouissance un ordre du discours. Elle permet ainsi d'ordonner les limites de la jouissance du corps propre et du corps d'autrui. Cette fonction sémantique indique ce qui est permis et ce qui est interdit, aussi bien qu'elle indique la distinction entre les faits et la fiction. La faillite de la fonction régulatrice comporte, par exemple, chez le sujet schizophrène, l'irruption dans son corps d'une jouissance dévastatrice. Elle se manifeste par l'intermédiaire de phénomènes de corps, comportant des phénomènes élémentaires, des dysmorphismes ou bien le vécu du corps morcelé, entre autres. Ici, c'est l'unité imaginaire du corps et sa consistance qui fait défaut, car le corps se dénoue du registre symbolique. Les scarifications, comme la drogue, peuvent être des tentatives désespérées de la part du sujet pour retrouver le sentiment d'avoir un corps vivant. Chez le paranoïaque, par contre, le corps se fait l'objet de la méchanceté de l'autre et de sa jouissance mauvaise, de laquelle il doit se défendre. Aussi bien chez les schizophrènes que chez le paranoïaque, le phénomène hallucinatoire met à ciel ouvert un rapport déréglé avec l'objet voix et l'objet regard. Les psychotiques nous enseignent alors que le rapport pacifié à la voix et au regard implique que l'on barre leur extériorité. Car, en effet, la voix et le regard qui nous ont constitués, ce sont ceux de l'autre primordial auquel on a eu affaire.
Dans la psychose, c'est l'extériorité de la voix qui se sonorise et c'est le regard qui devient prévalent d'après Lacan. Bon, je laisse de côté toute une série de catégories cliniques que je ne peux pas évoquer, mais pour conclure, je dirais que le rapport au corps propre nécessite que le corps, en tant qu'image, soit noué au registre symbolique, c'est-à-dire à la parole qui humanise le corps et l'identifie en tant que tel, afin que l'on puisse jouir du corps dans l'ignorance de ce qui fait son réel. Réel qui est d'une part l'impossible propre à la sexualité et d'autre part l'énigme absolue qui comporte la jouissance de la vie qui habite le corps. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis ravi de venir vous parler. Et j'ai été ravi d'écouter la conférence précédente, dont la tenue va être très différente de ce dont je vais vous parler maintenant. Et puis merci aussi de m'avoir donné l'occasion de réfléchir à ce sujet du clivage qu'il existe entre notre corps et notre esprit, qui est une question ultra ancienne. Elle est tellement ancienne d'ailleurs qu'on n'y réfléchit plus tellement trop, tellement que c'est dans l'évidence quotidienne. Et je vais vous dire en plus que même en étant chercheur, enseignant, etc., eh bien, on n'a pas tous les jours l'occasion de réfléchir à des questions aussi essentielles. Et on est un peu pris dans la routine de la recherche, de la productivité, etc. C'est comme ça. Et donc, ça a été une bouffée d'oxygène de pouvoir mettre à plat cette question. Alors, qui a des ressorts en particulier philosophiques. Et comme vous l'avez entendu, je ne suis absolument pas philosophe, ni psychanalyste, etc. Et j'aurai de temps en temps, ni phénoménologiste, et j'aurai de temps en temps, néanmoins, à utiliser des concepts qui viennent de ces champs de connaissances. Donc je n'ai aucune légitimité pour le faire, mais ça ne me dérange absolument pas. Et parce que je pense qu'on est un peu prisonnier des chapelles académiques, vous voyez, sous prétexte qu'on n'est pas philosophe, on n'aurait pas le droit de les lire, et alors encore on peut les lire en cachette, mais on n'aurait pas le droit d'en parler. Pareil pour la psychanalyse, pareil pour les neurosciences. Donc il faut arrêter ces histoires. Et on a le droit et le devoir, même si on a envie de comprendre ce qui se passe avec nos patients, de lire un petit peu tout ce qui peut nous tomber sous la main, et puis d'en avoir un regard critique et de se construire à partir de ça. Alors, c'est vrai que le corps et l'esprit, les philosophes se sont penchés sur la question. Il y en a qui ont dit des choses intéressantes, il y en a qui ont dit des bêtises. Alors, un de nos plus grands philosophes, Descartes, vous savez, il était persuadé que, alors pour lui, il y avait le dualisme, c'est pas le seul, enfin ça a été un des grands prêcheurs du dualisme et de l'existence d'une séparation entre le corps et l'esprit, mais il y avait un lieu de coïncidence entre les deux dans le cerveau qui était, et il a même pointé du doigt où c'était dans la glande pinéale, dans l'épiphyse. Voilà. Alors, pourquoi pas, mais bon, en tout cas, l'expérience que l'on a du fonctionnement de l'épiphyse aujourd'hui ne corrobore pas son intuition. Tout le monde a le droit de se tromper. Alors, ce que j'ai remarqué aussi souvent, c'est que beaucoup de philosophes ont tendance à sous-estimer le rôle du corps. En disant, certes, le corps existe, mais enfin, quand même, nous sommes des sujets pensants, c'est quand même ça qui nous caractérise. Et, d'ailleurs, faisons une expérience par la pensée. Prenez un être humain, enlevez-lui son cerveau, il ne sera plus un être humain, voilà. Et puis, par contre, enlevez-lui un bras, et il sera toujours le même être humain. Donc, le même sujet pensant. Donc, on voit que le sujet pensant se limite à son cerveau, que le corps est un véhicule, etc. Alors ça, c'est vraiment une curiosité, c'est que c'est faux, c'est que vous prenez un être humain, vous lui enlevez son bras, il n'est plus le même être humain, même en tant que sujet pensant. Et il suffit d'avoir eu des patients qui ont été amputés pour savoir qu'ils ne sont plus les mêmes, que ça modifie profondément la structuration du psychisme, et c'est curieux de voir cette méconnaissance de choses, alors bien sûr, qui n'arrivent pas à tout le monde, mais quand on y réfléchit, même nous, quand nous sommes meurtris dans notre corps, en réalité, ça a des répercussions qui sont extrêmement
importante au niveau de notre fonctionnement psychique. Alors, après la philosophie, c'est vrai que la psychanalyse, qui s'est construite un petit peu comme chien et chat avec la philosophie par certains aspects, il y a eu un pas en avant du côté d'une espèce de coexistence du corps et de l'esprit, avec deux éléments qui sont importants. D'abord, que le sujet pensant conscient n'est pas maître en son domaine, ce qui est ce qui pose problème pour le philosophe. Avec cette métaphore, vous savez que j'ai oublié de dire, je crois qu'elle était de Descartes aussi, il disait, oui, l'être humain est sur l'océan, il est dans le monde, et que son corps c'est le bateau, et que le sujet pensant c'est le capitaine du bateau. Voilà, vous voyez, donc c'est vrai que le capitaine il est dans le bateau. Le capitaine est très proche de son bateau, mais il est le capitaine, c'est lui qui commande, et la psychanalyse a été la première à dire, oui, le capitaine il croit qu'il commande le bateau, mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est les pulsions. C'est qu'effectivement, nous agissons et nous sommes surdéterminés dans nos agissements. Et cette surdétermination est intriquée avec un jeu pulsionnel particulièrement compliqué. Et la pulsion, on n'a quand même pas très très loin du corps dans la pulsion. Alors, est-ce que la pulsion, c'est vraiment le corps Est-ce que, vous voyez, quand on dit, changeons même de domaine, quand on dit qu'on a mal, nous avons tous eu mal. Quand on a mal, le corps souffre, l'esprit ressent quelque chose. Alors, est-ce que la douleur est vraiment un message du corps, ou est-ce que quand on dit j'ai mal, on ne dit pas simplement j'ai en moi la représentation de quelque chose qui se passe dans mon corps et qui me fait dire que j'ai mal, et il y a cette émotion que je peux partager avec l'autre parce que nous avons tous eu mal. C'est une vraie question, et les neurologues, là, nous aident à y répondre. Vous savez, il y a eu un cas clinique très connu, qui est un monsieur qui plantait qui construisait des tunnels dans le 19e siècle américain, et puis il plantait des baramines pour introduire des bâtons de dynamite, et une fois, il a mal fixé sa baramine, et la dynamite a explosé, la baramine est partie, et il a traversé le lobe frontal. Et comme la baramine était très chaude, ça a tout cautérisé. Et voilà, il s'est retrouvé avec une grande partie de son lobe frontal qui lui manquait. Et il a continué à vivre. Et en fait, curieusement, il n'était pas si handicapé que ça. Alors que bon, c'était quand même pas rien. Mais il y avait quelque chose de particulier, c'est que quand il avait mal, c'est-à-dire quand il se faisait mal, il se regardait et il disait « Ah, j'ai mal ». Vous voyez ? C'est-à-dire que quand on communiquait avec lui, il avait mal, il ressentait le stimulus douloureux, mais il s'en fichait. Il ne souffrait pas de sa douleur. Et c'est là que l'on peut percevoir déjà le début de le nœud de ce problème de représentation, c'est que certes, nous, sujets pensants, sommes au contact de notre corps et de l'environnement au travers des nerfs qui amènent des messages, des informations sur ce qui se passe dans notre corps et sur ce qui se passe dans l'univers, mais nous sommes des sujets pensants de représentation, c'est-à-dire nous, sujets pensants, évoluons dans un univers de représentation. Alors, comment aller plus loin dans cette direction ? Parce que nous sommes dans un univers de représentation, c'est des mots. Mais nous sommes des êtres humains et avec des cellules, et nous sommes aussi de la matière. Alors on peut penser qu'il existe effectivement chez l'être humain une âme qui ferait qu'elle est un univers de représentation et que voilà, elle est séparée du corps et que même peut-être qu'elle subsiste après que le corps soit mort. Enfin, il y a tout un tas de gens qui pensent ça. Ils ont parfaitement le droit, c'est pas tellement réfutable. Hein. Donc on est libre de penser ça. On est libre aussi de se dire que c'est une représentation de l'être humain qui n'est pas très économique. Vous voyez, c'est que postuler le fait qu'il existe quelque chose d'immatériel, et c'est vrai qu'on le vit, on l'expérimente au quotidien comme immatériel. Et ça, comme je vous le disais au tout début, c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez. L'être humain, dans sa vie de sujet pensant, il s'expérimente en permanence comme étant immatériel. Et que sa matérialité est un peu triviale souvent et un peu dérangeante. Et que d'ailleurs, c'est pour ça que le corps, des fois, dérange et qu'on n'est pas tellement à l'aise avec lui. On est essentiellement dans l'immatérialité
moi je dis pour être plus simple, dans un monde de représentation. Mais quand même, alors, où on fait cette hypothèse qu'effectivement il existe un bout immatériel, pourquoi pas? Ou alors on est un matérialiste et on dit non, le sujet humain est constitué de cellules, d'un cerveau, et son univers de représentation émerge de son cerveau. Alors en tout cas, c'est le point de vue du XXIe siècle, c'est le point de vue dominant dans nos sociétés occidentales. Hein? Encore que, figurez-vous que même chez des neuroscientifiques nord-américains, ils ont des inconvénients, mais ils ont des avantages. Quand ils parlent, ils se lâchent, ils disent exactement ce qu'ils pensent. J'ai assisté à des congrès internationaux d'un monsieur qui s'appelait Cloninger, qui est un psychiatre nord-américain qui a été très connu, qui l'est toujours. Ses travaux sont un peu moins à la mode, mais enfin c'est quand même quelqu'un qui a pignon sur rue, qui est un ardent partisan de la neurobiologie en psychiatrie, et qui dit que, de son point de vue, les neurosciences ne remettent pas en question l'existence d'une âme, et que pour lui, maintenant, il fait des travaux sur l'âme humaine, voilà, et en lien avec la psychiatrie, la transcendance et tout ça. Vous voyez, décomplexé. Alors ça ne gênait pas du tout les collègues américains, et les collègues français qui étaient dans le congrès, eux, étaient sidérés en disant comment on peut aujourd'hui faire de la recherche sur l'âme et la transcendance en psychiatrie. Alors pas la transcendance au sens où intéressons-nous à la question de la transcendance en psychiatrie, c'est-à-dire quand un patient croit en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, comment le gérer au quotidien, ce qui est une vraie question. Hein. Ça c'est une vraie question. Non, c'est l'âme existe vraiment, Dieu existe vraiment, et en psychiatrie ça pose un problème, et comment trouver la limite des neurosciences par rapport à ce phénomène-là. Donc vous voyez, quand je disais que aujourd'hui, la pensée dominante, c'est que quand même la pensée émerge du cerveau. C'est pas si sûr que ça. Hein. C'est pas si sûr que ça. Mais je pense qu'en France, chez les psychiatres, curieusement, alors qu'on les traite souvent un petit peu d'anti-matérialistes, enfin d'anti-neuroscientifiques, etc., je serais prêt à penser que les psychiatres français ont plus cette approche que dans d'autres pays. Alors en tout cas, ça va être l'attitude, le paradigme que je vais vous proposer ce matin. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons l'illusion, c'est-à-dire en tout cas nous vivons tous les jours dans un univers mental immatériel qui est un univers de représentation, c'est très très fort. Eh bien cet univers émerge de notre cerveau qui est lui matériel, et qu'en fait c'est ça la question à résoudre. Si l'on arrive à résoudre la question de l'émergence d'un univers de représentation à partir d'un cerveau, alors nous aurons résolu de la même façon l'autre question qui est qu'en fait notre corps est indissociable de notre esprit, comme on l'expérimente aussi au quotidien. Par exemple, quand on dit parler avec ses tripes, ça veut dire quelque chose qu'on sent. C'est-à-dire, par moment, on est avec notre corps et on communique avec lui, alors qu'on communique avec des mots qui sont censés être la représentation de ce qui se passe dans notre tête. Premier point. Deuxième point, le deuil. Vous n'avez, j'espère, pas tous expérimenté un deuil profond, mais vous avez dû avoir des patients qui vous en ont parlé, ou il y a des très beaux textes de la littérature qui en parlent. Quand vous avez perdu votre compagnon, il existe là, et alors vous savez, c'est presque physiologique de l'halluciner. Hein. Quand une personne perd un conjoint et qu'il hallucine, au sens fort du terme, psychiatrique du terme, qu'il hallucine le conjoint par moment, ce n'est pas un problème psychiatrique, ça fait partie des étapes préliminaires du deuil. Hein. Enfin, on n'a pas besoin de lui donner des neuroleptiques comme ça de but en blanc. Et en plus, quand il s'allonge le soir dans son lit, il sent avec son corps la présence de l'autre qui est à côté. Hein. Donc on voit bien que, alors que c'est un manque qui est quand même purement symbolique, c'est-à-dire le sujet a disparu, ça n'interfère absolument pas matériellement avec l'individu, enfin directement, et pourtant on sent dans son corps, au sens fort du terme, la disparition de l'être aimé. Donc oui, il y a une intrication entre le corps et l'esprit. Oui, elle est difficile à penser, et j'ai une proposition sur la demi-heure qui reste, c'est d'essayer de voir comment la pensée, en pensant l'esprit comme émergent du corps plutôt que le contraire, ou en lien avec le contraire. Alors pour ce faire,
pour ce faire, on va faire un peu de neurosciences, mais en fait, c'est des neurosciences particulières. Vous savez, dans les neurosciences, à la fin des années 70 et début des années 80, il y avait une lutte entre deux clans, le clan des biologistes, le cognitivisme, et le clan des informaticiens, les connexionnistes. Et informaticiens et physiciens. Et les deux avaient des conceptions complètement différentes, des conceptualisations complètement différentes de ce qu'est le fonctionnement du cerveau humain. Il y a eu une lutte et il y a eu un gagnant, et les gagnants, ça a été les biologistes. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer que quand on parle de neurosciences, on parle en fait de neurobiologie. On parle de neurones, de synapses, de récepteurs et de choses comme ça. On parle de biologie. Eh bien, c'est l'issue d'une lutte parce que dans les sciences, il y a des luttes, il y a des guerres, et il y a un environnement sociologique, et la science est d'ailleurs très dépendante de cet environnement, de ces enjeux de pouvoir, contrairement à ce qu'on pense souvent. Je vis ça au quotidien, c'est dur, je peux vous le garantir. Le milieu de la recherche est plus dur que le milieu de l'hôpital, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour vivre les deux, il n'y a pas photo. Donc les informaticiens ont perdu. Et pourtant, les informaticiens ont proposé des représentations du fonctionnement psychique extrêmement intéressantes. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, on va pour ça partir du cerveau et des neurones. C'est bien. Quand on regarde un cerveau au microscope, il y a bien des neurones. Et vous savez qu'un neurone... Excusez-moi, je vais chercher mon pointeur. Je reviens tout de suite. Donc un neurone est polarisé, il y a des charges qui sont en temps normal négatives à l'intérieur, positives à l'extérieur. Et puis, si jamais ici vous dépolarisez localement le neurone, si c'est juste un tout petit peu, ça ne le change pas. Et puis au-dessus d'un certain seuil, eh bien, il va se dépolariser complètement. Vous voyez, un neurone est complètement non linéaire. Il est polarisé. Si vous le touchez un peu, il ne bouge pas. Si vous le touchez beaucoup, il se dépolarise complètement. Et c'est comme ça que fonctionnent les cascades d'informations dans le cerveau. C'est que les neurones sont tous connectés les uns avec les autres, alors de façon complètement stupéfiante, puisque vous savez, il y a des milliards de connexions, c'est complètement inimaginable, des milliards de connexions entre les neurones. Et donc vous voyez, si vous avez les neurones 1, 2, 3, 4 qui sont dépolarisés, tous ensemble, ça va être suffisant pour dépolariser le neurone 5 à son tour, qui lui risque de dépolariser à nouveau des neurones. Et de cette façon, on peut, plutôt que de considérer un cerveau sous l'angle de la structure-fonction, qui est la façon d'aborder des biologistes, c'est-à-dire le cerveau, il y a des zones qui fonctionnent et qui sont connectées les unes avec les autres, et donc il y a un traitement de l'information plus ou moins séquentiel comme ça, avec un lieu où il y a la parole, un lieu où il y a le toucher, un lieu où il y a les perceptions globales des choses. Vous pouvez considérer que le cerveau est un ensemble de particules, un peu comme un gaz. On parle de thermodynamique du cerveau. Un gaz où, en fait, chaque élément du gaz, c'est un neurone qui est dans deux états possibles, polarisé ou dépolarisé. Donc un peu comme des lumières qui clignotent, la lumière est allumée ou éteinte. Donc le cerveau est un nuage de particules scintillantes et qui scintillent toutes les unes de façon un peu compliquée et imprévisible vue de loin. Et alors une question qui se pose tout de suite, c'est si vous isolez un cerveau, c'est un ensemble de particules scintillantes, est-ce qu'il va scintiller comme ça de façon erratique sans s'arrêter, ou est-ce qu'à un moment donné il va se stabiliser dans un état fixe? Eh bien on a répondu à cette question grâce à des modèles de biophysique. Voilà, on peut modéliser le cerveau que je vous ai présenté tout à l'heure de façon extrêmement rudimentaire. Donc les neurones maintenant sont des cellules qui sont éteintes ou allumées. Elles valent plus 1 ou moins 1. Et puis on dit qu'une cellule, le neurone d'aval ici, il va être allumé si cette formule, c'est-à-dire la somme des états des neurones d'amont pondéré par le poids des connexions qui le relient aux neurones d'aval, est au-dessus d'un certain seuil, ce qui ressemble un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure avec ces neurones, etc., etc. Et donc, on retrouve là ces cellules éteintes ou allumées qui sont associées les unes aux autres et qui clignotent au cours du temps. Et alors, les physiciens ont montré que l'on pouvait définir une énergie d'un réseau de neurones, qui est définie à partir de cette petite fonction, peu importe. Et ce qu'ils ont montré, c'est que l'énergie de un réseau de neurones isolé ne peut que décroître au cours du temps. Et donc, comme le système est fini, l'énergie ne peut pas être infinie,
Au bout d'un certain temps, ça veut dire que le réseau est stable puisque son énergie est stable. Voilà. C'est un résultat très élégant. Quand vous prenez un réseau de neurones, que vous l'isolez, au bout d'un certain temps, il converge vers un état. Alors, là, on va faire un pas et on va essayer de se représenter, comment se représenter, à partir de ce modèle, ce qu'est le fonctionnement d'un cerveau humain, pas sous l'angle de la structure-fonction, mais sous l'angle d'un nuage qui scintille. Eh bien, c'est ça que l'on peut proposer. Vous avez là un grillage. Chaque nœud du grillage correspond à un état possible du cerveau. Quand vous passez d'un nœud à un nœud adjacent, il y a un neurone qui a changé. Et alors, l'altitude du nœud du grillage, c'est le niveau énergétique qui a été défini précédemment. Bon, pourquoi pas? Mais alors, on voit qu'à ce moment-là, le fonctionnement du réseau de neurones devient très simple. C'est que si vous partez d'un certain niveau, voilà, vous êtes là, votre cerveau est dans cet état, il est ici, vous l'isolez du reste du monde, et puis vous vous demandez comment va-t-il évoluer? Eh bien, on a vu tout à l'heure que des neurones vont s'allumer et vont s'éteindre, mais que nécessairement l'énergie diminue. Donc, vous allez passer d'un état du cerveau à un autre état du cerveau, mais nécessairement en descendant dans le relief. Et à un moment donné, vous allez arriver dans un minimum, et là, vous allez être dans un état fixe. On appelle ces minimums des attracteurs. Et alors, on peut montrer qu'on peut mémoriser des états du cerveau qui se traduisent par des attracteurs qui sont profondément creusés. Ça se passe comment? Votre cerveau, il est confronté à des situations fréquentes, par exemple le visage de votre conjoint, vous le voyez régulièrement. Eh bien, chaque fois que vous rencontrez le visage de votre conjoint, en fait, ça implique des modifications, des connexions des neurones, mais très légères dans votre cerveau. C'est-à-dire des neurones qui sont souvent allumés ensemble ou étaient ensemble, voient leur connexion augmenter. On appelle ça la règle de Hebb. Et moyennant cette règle, on peut montrer que chaque fois que vous voyez une image et que vous allez voir régulièrement, l'état du cerveau qui est inscrit sur cette grille va avoir un niveau énergétique qui va devenir de plus en plus bas. Et donc votre conjoint, comme vous le voyez régulièrement, l'état qui correspond dans la grille va descendre en termes de niveau énergétique, il va devenir un minimum de plus en plus creusé profondément. Et c'est ce qui fait que si vous le voyez au loin dans la foule, tout de suite vous le reconnaissez, à moins que naturellement qu'il y ait une raison supérieure pour que vous n'ayez pas envie de le reconnaître, mais c'est une autre histoire. Alors, c'est une proposition de représentation, vous voyez, qui est très différente de la représentation du fonctionnement mental qui est d'habitude présentée avec les sciences cognitives, où le fonctionnement mental encore une fois, est exprimé en termes de structure-fonction. Tel endroit fait ça, transmet son information à tel endroit qui fait ci, etc. Là, on n'est pas du tout comme ça. On est dans une allure extrêmement souple. Le cerveau évolue le long d'un relief et toc, arrive à un niveau énergétique minimum dans lequel il converge. Et en fait, c'est très compatible avec la pensée associative. Vous arrivez chez vous le soir, la porte est fermée, vous cherchez vos clés pour l'ouvrir, vous n'avez pas vos clés. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Où sont mes clés? Et il y a une espèce de petite scène cinématique qui se passe dans votre tête, d'ailleurs qui est très compliquée à décrire. C'est une image mentale, on ne sait pas à quoi ça ressemble vraiment. Mais enfin, il y a une espèce de film, j'étais au bureau, j'ai pris mon sac, etc. Et puis, elles sont tombées dans ma voiture, j'ai entendu un petit bruit, mes clés sont dans ma voiture. Eh bien, en fait, on peut considérer que c'est ça qui se passe. Vous voyez, vous êtes là, en face de votre porte, où sont vos clés? Et là, vous vous isolez du monde extérieur, et votre cerveau erre petit à petit, et tout d'un coup, il tombe au fond de quelque chose, mes clés sont dans ma voiture. Vous voyez? Là, en fait, se souvenir de quelque chose, c'est associer vers quelque chose qui lui est proche. Et ça, je trouve que c'est une façon formelle, abstraite, de décrire le fonctionnement du cerveau qui résonne assez bien avec notre expérience de la vie quotidienne. Alors,
vous êtes en droit de me dire, d'accord, tout ça est élégant, mais allons un petit peu plus loin dans le niveau de preuve scientifique, pour parler court. On peut simuler un cerveau comme ça. Alors bien sûr, on va le simuler de façon très simple. C'est-à-dire, on va considérer des neurones qui sont sur un plan, vous voyez, qui sont tous, donc ce sont des cellules positives ou négatives, toutes associées les unes aux autres. Et puis, pour que ça soit un peu concret, on va considérer que ce réseau de neurones correspond au cortex visuel d'un nouveau-né qui serait sur une île déserte. Il y aurait ses parents, et puis c'est tout. Et donc en permanence, le nouveau-né serait confronté à quoi? Le visage de sa maman, son papa et sa maman l'un à côté de l'autre, et puis un bateau, parce qu'ils ont un bateau, ils vont pêcher pour manger, et ils reviennent. Voilà. Donc, c'est une situation complètement caricaturale, mais vous allez voir, elle est extrêmement riche en enseignements. Donc comment, au niveau de la représentation énergétique de ce cerveau extrêmement rudimentaire du nouveau-né, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le fait qu'on a un grillage avec chaque point qui correspond à un état possible du cerveau du bébé, et puis comme il est confronté très régulièrement à 3 images, ça a généré 3 attracteurs particulièrement profonds. Alors naturellement, il y a d'autres attracteurs, vous voyez, des attracteurs accidentels, parce qu'il n'est pas confronté qu'à ça, et puis que le cerveau n'est pas complètement parfait, il a des espèces d'attracteurs accidentels qui d'ailleurs, on pourrait en discuter, ont un intérêt dans notre vie de tous les jours assez important, dans les fausses reconnaissances, on fait des choses comme ça, ou même dans ce qu'on peut ressentir quand on voit quelque chose d'artistique. En tout cas, oublions ça et concentrons-nous sur ces 3 attracteurs. Maintenant, que se passe-t-il si le bébé voit le visage de sa maman à moitié caché? Donc, en pratique, le visage, j'ai en face de moi le spectacle du visage de maman à moitié caché, donc je me situe pas très loin de l'état qui correspond au visage de ma maman. Néanmoins, je ne suis pas là, je vois le visage de maman à moitié caché. Et vous savez que le bébé, d'ailleurs c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quand on y réfléchit, un bébé très tôt, quand il pleure la nuit et que sa mère se lève et qu'il la voit arriver dépeignée, non maquillée, sans ses lunettes, etc., il la reconnaît instantanément, il sait que c'est elle. Et quand on y réfléchit, c'est comment un cerveau peut-il faire pour résoudre un problème aussi compliqué? C'est très compliqué, en fait, la reconnaissance d'un visage, quand on y réfléchit. Si vous deviez programmer un ordinateur pour qu'il reconnaisse un visage comme ça serait horriblement compliqué. Alors, en fait, on peut simuler ça sur l'ordinateur, c'est-à-dire que voilà, j'allume mon réseau de neurones avec le visage de maman à moitié caché. Alors, j'espère que ça va marcher, on dirait que ça va marcher. Comment évolue le réseau de neurones? Eh bien, vous voyez, petit à petit, des neurones s'allument et s'éteignent jusqu'à ce qu'on arrive à le visage de maman. C'est-à-dire que je pars du visage à moitié caché, le cerveau se modifie par point pour tomber autour de l'attracteur, tout tomber dans l'attracteur qui correspond à l'image régulièrement vue, qui est la plus proche de l'image à laquelle je suis confronté en ce moment, qui est le visage de maman. Et c'est pour ça qu'il reconnaît, sans faire aucun effort computationnel, il reconnaît le visage de sa mère. Maintenant, s'il voit la silhouette de sa mère arriver au loin vers lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme régulièrement, il a été confronté à voir sa mère à côté de son père, eh bien, il converge vers maman à côté de papa. Et ça, c'est quelque chose que tous les pédopsychiatres, qui même a été écrit dans plein de livres, quand un tout petit enfant est en face de sa mère, eh bien, quelque part, il sait que le père n'est pas loin. Et que ça construit la vie psychique de l'être humain, de savoir que, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais être seul avec votre mère, il y aura toujours quelqu'un à côté qui vous empêchera de... Voilà. Et alors, vous voyez comme ça vous fait sourire parce que vous pensez à plein de choses, mais
vous voyez comme avec un modèle aussi rudimentaire en termes de... C'est juste un réseau d'automates cellulaires connectés, et où les automates sont liés en fonction d'une loi qui est complètement simple. On arrive à créer, à simuler un cerveau humain avec des propriétés aussi subtiles que ça. Alors, continuons un petit peu. Là, j'ai fait, juste pour vous dire que ce cerveau, on retrouve des choses que les philosophes qui ont été interpellés quand même par ce qui se passe dans l'esprit humain, des choses très fines qu'il disait. Alors ça, cette phrase de Bergson qui est très jolie, « Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Aux données immédiates et présentes de nos sens, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images. » Et ça, c'est fantastique parce que c'est vrai que quand on voit, ça a à voir avec le titre de cette présentation, c'est que quand on voit, donc, ou quand je sens, en fait, je me souviens. Voilà, immédiatement. Quand vous me regardez en ce moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir quelque chose à travers moi, quelque chose, un souvenir de quelque chose d'autre. Vous ne me voyez pas vraiment. Enfin, vous me voyez, en même temps, vous me voyez. Dans votre rétine, il y a une information visuelle qui correspond à mon image. Mais en plus de ce que vous voyez, vous associez à quelque chose qui a à voir avec moi et qui vous appartient. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on voit un tableau, tout le monde ne voit pas la même chose quand on voit le même tableau. Vous savez. Alors comment expliquer ça d'ailleurs? Comment expliquer que quand je vois quelque chose, je pense à quelque chose et que alors que j'ai un spectacle visuel devant moi, tout n'est pas homogène. Il y a des éléments qui sont plus prégnants que d'autres, dont on dit d'ailleurs qu'on a conscience. C'est-à-dire quand j'ai un spectacle visuel, mais je ne vois vraiment que certains éléments dans ce spectacle visuel. Et d'ailleurs, le bébé, quand il voit le visage de sa mère à moitié caché, il voit le visage de sa mère à moitié caché, et il sait que c'est elle. Il n'hallucine pas au sens propre du terme, il n'a pas une hallucination tout d'un coup du visage entier de sa mère. Non, il voit le visage à moitié caché, mais quelque part, elle surgit en tache de fond. Alors comment expliquer ça, justement, cette espèce de dualité entre le message objectif de la réalité et la perception subjective du souvenir qu'il y a derrière cette réalité? On complexifie un petit peu ce modèle, et alors ça n'est qu'un modèle, ça n'est pas une histologie, enfin ça n'est pas une représentation histologique totalement correcte de ce qui se passe dans le cerveau visuel de l'être humain, mais c'est pas si éloigné que ça. Vous avez des yeux ici, là vous avez une rétine qui correspond à un ensemble de cellules, mais qui ne sont pas connectées les unes avec les autres. Et puis derrière, vous avez un réseau de cellules isomorphes à celui-là. Isomorphes, c'est-à-dire que la cellule de la rétine à la première ligne, deuxième colonne, est directement liée à la cellule de ce réseau, première ligne, deuxième colonne. Voilà. Sauf que là, ce réseau, lui, il est interconnecté, et lui, il va converger vers des attracteurs qui correspondent aux images qui ont été fréquemment vues. Et vous voyez, ce qui existe, c'est qu'il existe des petites flèches rétroactives. Et ça existe dans le cerveau humain, ces petites flèches rétroactives. Ce qui fait que quand l'enfant voit le visage de maman à moitié caché, il a ici son spectacle visuel. Il voit le visage de maman à moitié caché. Mais immédiatement, il stimule ce réseau-là, qui part de l'état le visage de maman à moitié caché, et qui lui converge vers quoi? Ce qu'on a vu tout à l'heure, le visage de maman. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, dans notre impression, dans ce qu'on dit comme étant « je vois quelque chose », eh bien, il y a en tâche de fond la rétroaction de cette image, de cette représentation sur mon spectacle visuel. Et c'est ce qui fait que quand je vois quelque chose, certes, je vois les pixels de ma rétine qui se sont allumés ou qui se sont éteints, mais en tâche de fond, il y a aussi autre chose qui fait que je ne vois pas tout de la même façon. Et cette tâche de fond, on la voit particulièrement quand on ferme les yeux et qu'on essaie de penser à quelque chose. À ce moment-là, tout ça est coupé, il n'y a que du noir, ou les phosphènes, vous savez, les petites taches lumineuses qui brillent, et il y a ce qu'on appelle une image mentale. Et alors, justement, quand on se concentre sur ces images mentales, on voit en fait notre attracteur ici, et qui est très compliqué à décrire. Et que Alain, il avait dit, le philosophe Alain, pensez au Panthéon, fermez les yeux, pensez au Panthéon,
et puis qu'est-ce que vous voyez? Alors on a l'impression qu'on voit le Panthéon, mais comptez le nombre de colonnes, vous n'y arriverez pas. C'est très, vous voyez, on a l'impression qu'on voit le Panthéon comme sur une photo. On vous dit comptez le nombre de colonnes, ça ne marche pas, ça n'a pas de sens même, vous voyez. C'est parce qu'en fait notre attracteur, eh bien, est quelque chose d'assez mystérieux, et on va rentrer un peu dans le détail. Alors voilà un exemple qui fait que, bien connu, quand vous voyez la Joconde, vous voyez immédiatement, vous êtes capté par le regard, le visage, alors que vous avez un spectacle visuel qui est ce qu'il est. Eh bien, on ne voit pas qu'il y a un petit chemin ici avec un pont. Vous voyez, enfin, on le voit, alors si on se fixe dessus, on le voit, naturellement, mais si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que faire attention? Si on ne fait pas attention, eh bien, on est submergé par l'attracteur qui y a derrière la Joconde, et l'attracteur qui y a derrière la Joconde doit être un sacré truc, parce que c'est le visage d'une dame sereine qui vous voit avec un regard, avec une espèce de regard apaisant, qui doit faire que, quand on associe vers l'attracteur Joconde, eh bien, on doit retrouver tout un tas de trucs qui font que ça éveille en nous des sentiments en particulier. Alors, ça c'était visuel, mais vous savez qu'il n'y a pas que la vision, il y a aussi les cinq sens. Et là aussi, une très belle phrase de Sartre qui dit « Chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Le jaune du citron est étendu tout à travers ses qualités, et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau, et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. » Et alors, de façon très triviale, ça explique tout un tas de choses, notamment que la grenadine sans colorant a été un flop monstrueux. Une grenadine sans colorant n'a pas le goût d'une grenadine avec colorant. C'est voilà. Donc il y a une intégration dans notre cerveau, et je dirais même, vous voyez, j'irais même plus loin que lui. Quand on voit un citron, si on fait attention, enfin, on ressent même, vous voyez, sur la texture de la peau. Et même ça pique, vous voyez, c'est comme si ça piquait les doigts. Vous voyez, quand vous avez fait de la cuisine et que vous coupez du citron et que vous le pressez, une fois sur trois, ça pique les doigts parce que vous avez une petite écorchure et que ça pique. Eh bien, si vous voyez un citron, c'est comme, vous voyez, on a l'impression, on a la main qui se recule parce que ça pique. Et là, on retrouve le corps. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est là, quoi. Même dans l'imaginaire du citron, on le sent qui est sous-jacent. Alors, comment modéliser tout ça? Eh bien, à partir de notre modèle, notre petit modèle extrêmement simple. Là, nous avons la vue. Ça, c'était le modèle précédent. Vous voyez, les yeux, avec les deux petits réseaux l'un derrière l'autre. Et puis, on peut faire pareil pour lui, le goût, l'odorat, le toucher et la proprioception, que l'on oublie toujours parmi les sens. D'ailleurs, on parle toujours des cinq sens, c'est complètement injuste. Alors, j'allais dire, on oublie le principal. C'est peut-être pas le principal. Mais le sens qui consiste à ressentir notre corps de l'intérieur, c'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, le fait de ne dire que cinq sens et d'oublier celui-là, c'est sûrement un acte manqué. Alors, ce qui se passe, c'est que ces cinq sens, et ça, en fait, c'est étayé par des données anatomiques, sont associés à un réseau de neurones qu'on appelle le Global Workspace. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de neurones dans le cerveau qui est à la synthèse de l'ensemble des réseaux qui correspondent à chacun des cinq sens. Et donc, dans ce réseau de neurones global, il y a aussi des attracteurs, comme on a vu tout à l'heure. Et alors là, le niveau de complexité de ces attracteurs, c'est complètement incroyable. Vous voyez, le niveau de complexité du relief qui correspond à ces attracteurs. En fait, chaque point, quand on essaie de compter le nombre de points du relief, il est largement supérieur au nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Alors vous voyez ça, si je vous dis ça, et c'est très largement supérieur. Vous voyez, quand j'entends des collègues des sciences humaines qui disent « la science ne pourra jamais avoir accès à la complexité du psychisme », eh bien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire, oui,
on est d'accord, le psychisme, c'est ultra compliqué. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Néanmoins, dire c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas le penser en termes scientifiques, c'est défensif. On n'en sait rien. Tant qu'on ne l'a pas fait, on n'en sait rien. Et là, moi, je vous propose une représentation extrêmement rudimentaire. Eh bien, elle pointe du doigt, de façon même formelle, la complexité du psychisme humain. Le nombre d'états possibles d'un cerveau humain est supérieur au nombre de particules qu'il y a dans l'univers. Si ça, ce n'est pas de la complexité, et pourtant, c'est une représentation complètement scientifique et abstraite et formelle du psychisme humain. Alors, j'en reviens à comment interpréter les attracteurs qu'il y a dans ce Global Workspace. Eh bien, ce sont des attracteurs, c'est ce que disait Sartre, c'est quand je vois le citron, alors je vois le citron, donc mon cerveau converge vers quelque chose qui est, alors c'était une description phénoménologique, ce que les phénoménologistes appelaient, alors le mot est malheureux, mais l'essence du citron. C'est-à-dire que derrière l'image du citron, si en fait je suspends mon jugement, que je regarde le citron, à un moment donné, je capte ce qu'est la nature intime du citron. Ça veut dire quoi? Je suis tombé au fond de l'attracteur citron, qui est quoi pour moi? C'est le résumé, la synthèse de l'ensemble de mon expérience que j'ai vécue à partir des citrons. Vous voyez, chaque fois qu'on m'a dit, tiens, passe-moi un citron, chaque fois que j'ai vu un citron, chaque fois qu'on m'a dit, c'est une tarte au citron, c'est jaune citron, dans mon cerveau, ça a laissé une trace, une empreinte qui s'est creusée. Et donc, il y a un attracteur, citron, qui est la somme de cette expérience, qui est extraordinairement compliquée aussi. Et quand j'arrive au fond de l'attracteur citron, alors voilà, j'ai ramassé tout mon vécu à propos du citron, et là, je suis en face de cet objet, d'ailleurs, et qui m'appartient. Ce qui est pour moi l'essence du citron, il se peut qu'un jour, on dit, tiens, passe-moi un citron, vite, ça urge, mais je ne le trouve pas, où est-il, maman ou papa, et alors, et je me suis fait engueuler violemment parce que je n'arrivais pas, et donc, effectivement, pour moi, citron, ça veut dire quelque chose qui n'a pas la même valeur que pour quelqu'un d'autre. Et alors, donc voilà comment nous sommes, voilà une façon de se représenter, comment nous sommes organisés. Et alors, certains attracteurs ont naturellement une complexité plus importante que d'autres. On peut imaginer que l'attracteur maman, que ça doit être quelque chose. Parce que, naturellement, vous savez que la plasticité du cerveau d'un bébé est plus importante que la nôtre, puisqu'il est... Alors, on dit que le cerveau du bébé est vierge, c'est pas vrai. Le cerveau du bébé arrive préfabriqué avec des attracteurs. Ça, on le sait, puisqu'on a fait des expériences sur des bébés qui ont 1 heure de vie, et on sait qu'à 1 heure de vie, par exemple, le visage, les yeux notamment, chez un nouveau-né, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste. Donc, vraisemblablement que l'attracteur visage, il doit y avoir un méga attracteur visage chez le bébé humain dès qu'il naît. On doit être programmé pour ça. Et d'ailleurs, il y a même des études qui montrent que des autistes... des enfants autistes ont beaucoup plus de mal à reconnaître un visage par rapport à un autre objet, par rapport à un nouveau-né standard, et que ça serait peut-être à l'origine du déficit de la communication qu'ils ont, mais à l'origine, parce qu'il y a un contre-argument évident, c'est que la plupart des enfants aveugles ne sont pas autistes, alors qu'ils ne voient jamais ce qu'est un visage. Donc il faut se méfier des associations immédiates entre ce que disent les neurosciences et la clinique. Mais néanmoins, un enfant est fréquemment confronté à sa mère, et en plus avec une force émotionnelle extrêmement forte, ce qui fait que ça doit laisser des empreintes encore plus importantes, et que l'ensemble des modalités sensorielles liées à notre mère, et il y a tout, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et la proprioception, il y a tout ça. Et qu'on doit avoir un attracteur mère avec un niveau de complexité qui est complètement inimaginable. Il doit y avoir des micro-attracteurs à l'intérieur qui font que quand on voit maman d'une certaine façon, on converge vers un sous-attracteur maman. Et alors, là-dedans, le lien entre le corps et l'esprit, eh bien, c'est qu'en fait, revenons au début, nous sommes dans un univers de représentation parce que nous, c'est quoi? Quand on dit nous, alors il y a 2 façons de le voir. C'est vous, individu administratif et physique tel qu'on vous a photographié. Mais en fait, quand on parle de vous, c'est pas de ça qu'on parle.
Quand on parle de vous, c'est vous en tant que sujet pensant, en train de penser en ce moment. Mais c'est quoi le vous en train de penser? Le vous en train de penser, c'est le relief que j'ai présenté tout à l'heure. Vous, sujet pensant, vous êtes un relief. Et vous êtes en train de bouger dans ce relief. Chaque fois que je parle, vous passez d'un endroit à un autre, vous convergez vers quelque chose. Et dès que je dis quelque chose d'autre, hop, il y a un message sonore qui vient dans votre cerveau qui fait que je le remets dans un état hors équilibre et qui va reconverger vers quelque chose. Donc en permanence, là, vous êtes en train de errer dans ce relief qui vous appartient et qui vous constitue. Et dans ce relief, eh bien, il y a des éléments qui sont issus de ce que vous avez vécu à votre corps, avec votre corps. Et que c'est indémêlable de tout le reste. Donc effectivement, il y a bel et bien une symbiose du corps et de l'esprit, c'est-à-dire votre corps en permanence laisse des traces dans vos représentations, et toutes vos représentations font parler votre corps, mais ce sont des représentations. Et c'est pour ça que nous avons l'impression que c'est un univers abstrait, puisqu'effectivement, c'est un système de représentation qui évolue au cours du temps. Ça n'est que ça. Ça n'est pas du domaine de la réalité. C'est du domaine des représentations. Mais la réalité a laissé une empreinte, une quantité d'empreintes incroyable, qui fait qu'on ne peut pas faire abstraction de ce corps qui est le vôtre. Je vous remercie pour votre attention.